Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres. Élection des délégués de la diaspora au Togo. Les résultats seront connus dès le 11 septembre. Ouverture de la 5e édition du Forum Investir en Afrique. Un forum capital pour l'Afrique qui ambitionne de diversifier son économie. Et enfin, nouvelles attaques xénophobes en Afrique du Sud. Des violences qui ont fait 1 mort et 5 blessés. Mais tout d'abord, le communiqué vient de nous parvenir. Il est signé de la présidence de la République. Le président du Cameroun, Paul Biya, s'adressera à la nation dans un message radio-télévisé ce mardi 10 septembre à 19h GMT. Un message que vous pourrez suivre en direct sur Africa 24, de même que diverses réactions et analyses. Ce mardi 10 septembre, 77 délégués seront élus au poste de délégués pour siéger au Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. 315 candidats sont en lice. Les résultats seront rendus publics dès le 11 septembre. Un reportage de notre correspondant Aimé Fakofi. Au soir de ce mardi 10 septembre 2019, 77 délégués seront élus pour le compte du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, piloté par le ministère des Affaires étrangères par le biais de la direction des Togolais de l'extérieur. Ces élections devront entre autres aboutir à une meilleure organisation et gestion des difficultés que rencontre la diaspora togolaise. Le Haut Conseil va s'atteler aux préoccupations de nos compatriotes donc de la diaspora. Donc les questions de coordination des projets donc de développement, donc des questions donc concernant la demande d'assistance de l'État. Alors que le ministère des Affaires étrangères rassure sur le caractère apolitique de ces élections des délégués au Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, au sein de l'opposition togolaise, notamment au Parti des Togolais, ces élections sont de nature à cristalliser les frustrations. Et les choses essentielles, c'est de donner la possibilité aux Togolais de la diaspora de pouvoir jouir pleinement de leurs 2 nationalités. C'est de pouvoir donner le droit à ces Togolais de participer aux élections. C'est de donner le droit à ces Togolais de ne pas avoir de tracasseries quand ils rentrent dans leur pays, etc. Ce sont autant de choses qui sont des préoccupations réelles, fondamentales et dont on ne prend pas compte aujourd'hui. Sur environ 1,5 million de Togolais qui vivent à l'étranger, seulement 164 548 électeurs se sont inscrits sur le fichier électoral pour l'élection des 77 délégués de la diaspora togolaise. Les résultats de ce scrutin seront publiés le 11 septembre 2019 selon le chronogramme officiel. En Libye, le maréchal Khalifa Haftar prône toujours la solution militaire. Ses forces toujours actives à Tripoli ont une nouvelle fois rejeté l'appel de l'ONU à reprendre les discussions avec le gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale. Zahra Mohamed Moutiou. Face au gouvernement de Fayez el-Sarraj, le maréchal Khalifa Haftar opte pour la solution militaire. Alors que les combats se poursuivent en direction de la capitale Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale, les forces loyales au maréchal libyen rejettent l'appel des Nations Unies visant à reprendre les négociations. La solution militaire est la meilleure solution pour restaurer la sécurité et rétablir la loi. La bataille est dans sa phase finale. Cette opposition à la solution négociée, un nouvel échec pour la communauté internationale au sujet de la crise en Libye, où depuis le 4 avril, l'offensive du général Khalifa Haftar a replongé le pays dans une guerre qui en à peine 5 mois a fait plus de 1000 morts et des dizaines de milliers de déplacés. Cette guerre a forcé plus de 120 000 personnes à quitter leur foyer depuis le mois d'avril dernier. Devant cette situation, la communauté internationale est appelée à taper du poing sur la table. De telles enseignes à mettre fin à ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre par procuration. Ne nous cachons pas la face, la guerre en Libye aujourd'hui est devenue une guerre par procuration où certaines puissances soutiennent les forces du général Haftar et d'autres soutiennent le gouvernement basé à Tripoli. Donc il revient à la communauté internationale, mais aussi à l'Union africaine qui vit cette situation sans pouvoir intervenir, appeler ces puissances, mais aussi les forces en présence en Libye, à s'asseoir de telle sorte que les tueries au port de Tripoli puissent cesser. Sans cela, la situation en Libye risque de décimer tout le pays et les pays avoisinants auront une conséquence
incalculable. Une opposition persistante entre l'Est et l'Ouest. De son côté, Ghassan Salamé se veut optimiste. L'envoyé spécial de l'ONU en Libye estime qu'un accord politique entre le général Haftar et le gouvernement d'union nationale reste encore envisageable. La reprise du dialogue politique et la désignation d'une ligne de cessez-le-feu serait aujourd'hui l'une des options discutées. Tirer parti des partenariats pour promouvoir la diversification économique et la création des emplois dans les économies africaines. C'est le thème de la 5e édition du forum Investir en Afrique qui s'ouvre ce mardi 10 septembre à Brazzaville. Un forum fondamental pour l'Afrique en quête de partenariats pour diversifier son économie. Corinne Kamdem. Placée sous le patronage du président congolais Denis Sassou Nguesso, la 5e édition du Forum Investir en Afrique s'ouvre ce mardi 10 septembre à Brazzaville. Tirer parti des partenariats pour promouvoir la diversification économique et la création des emplois dans l'économie africaine, c'est le thème de cette édition qui fera notamment la part belle au partenariat public-privé et au climat des affaires sur le continent. Plusieurs chefs d'État africains seront présents à cet événement. Comme on dit, l'information est la matière première de nos économies modernes. Le Congo, en organisant ce forum, naturellement, se donne l'occasion de découvrir davantage, d'apprendre davantage, d'identifier davantage les partenaires éventuels avec lesquels il faut compter demain après-demain. Promouvoir la diversification des économies africaines et la création d'emplois, essentiels pour l'avenir du continent, c'est l'objectif de ce rendez-vous qui examinera les moyens pour susciter les partenariats et la coopération régionale afin de soutenir ces objectifs de développement. Devenu axial dans les conversations sur l'économie du continent, le partenariat public-privé est de plus en plus plébiscité par les organismes multilatéraux, à l'instar de la Banque africaine de développement. Les pays africains, très souvent, sont des pays, malheureusement, à économie monosectaire. Si vous prenez ce Congo-là, Congo-Brazza, il n'y a que le pétrole à 90% pratiquement de son budget. Maintenant, cette diversification économique va aider en quoi? Va permettre à des pays comme le Sénégal, avec son arachide et l'anacarde, à se faire des partenaires au niveau africain. Et peut-être même ce partenariat-là peut aboutir à une industrialisation. C'est la même chose avec le cacao ivoirien qui n'est exploité et industrialisé qu'à 50%. Les partenariats publics-privés constituent une réelle opportunité pour l'Afrique. En comparaison avec les autres modes de financement de commandes d'infrastructures, les PPP représentent pour les États un moyen d'utilisation optimale des ressources pour leur politique de développement. Et ce forum devrait réunir près de 500 participants, dont des chefs d'État et de gouvernement, des hommes d'affaires, des investisseurs et représentants d'institutions financières internationales. Un forum dont vous pourrez suivre la cérémonie d'ouverture sur Africa 24 en direct de Brazzaville au Congo à partir de 8h30 GMT. Au Cameroun, les entreprises du secteur agroalimentaire sont invitées à utiliser des intrants agricoles locaux. Malgré la forte demande urbaine en termes de production locale, les villes restent dépendantes des importations de riz et de blé. Victoria Sechi. Le gouvernement camerounais fait la promotion du consommé local. Face au gap important qu'engendrent les importations massives de produits, les autorités se sont concertées début septembre avec les acteurs clés de l'industrie agroalimentaire. Objectif, promouvoir les intrants agricoles locaux. Je citerai l'exemple de Guinness qui envisage de substituer le malt au sorgho. C'est aussi le cas de Nestlé qui introduit le poivre de Penja parmi les ingrédients du cube Maggi et de Camley qui a décidé de diversifier ses produits en ajoutant à la gamme de yaourts des variétés faites à base de soja produits localement. Le secteur agroalimentaire représente au Cameroun 28% de la valeur ajoutée du secteur secondaire hors pétrole, selon le gouvernement. Produire sur place des intrants de qualité garantit donc des relais de croissance viables et favorables non seulement à la réduction des coûts pour les exploitants, mais aussi au rebondissement de la croissance économique. Pourquoi est-ce que le Cameroun, dans les années 60, a une société, la Socamé, Société Camerounaise des Engrais, et cette société est fermée? Si vous voulez faire l'agriculture à l'échelle industrielle, vous ne pouvez pas vous dispenser de la mise en place d'une société de production d'engrais. Le Cameroun, depuis ces 5-6 dernières années, a plus de 1000 milliards de déficit de la balance commerciale, c'est-à-dire nous importons nettement plus que ce que nous aurions été censés importer. On prendra le cas du riz. Le Cameroun, en 2016, est allé jusqu'à 800 000 tonnes de riz. Or, on s'est rendu compte que le Cameroun était devenu un hub où on fait venir tous ces
produit-là et on diffuse ça dans la sous-région. À ce jour, près de 500 entités ont été encadrées durant la phase pilote du programme d'appui aux petites et moyennes entreprises agricoles et agroalimentaires achevé en décembre 2018. La 9e édition du Forum de la Révolution verte en Afrique s'est clôturée le 6 septembre à Accra. Au terme de ce forum, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, s'est exprimé sur l'importance des opportunités offertes par le numérique au sein de l'agriculture. Un reportage de notre envoyé spécial, Oliva Jacotan. Des décideurs africains s'engagent pour une transformation digitale de l'agriculture. Par exemple, au Ghana, pays hôte du Forum pour une révolution verte africaine, la vulgarisation peu à peu de la digitalisation facilite entre autres l'irrigation des champs, la fertilisation des sols. Une innovation qui porte déjà des fruits selon le président ghanéen. La croissance du secteur agricole connaissait une augmentation de 2,9% en 2016 sous mon prédécesseur, mais a atteint 6,1% en 2017 grâce à des mesures innovantes et nous espérons une augmentation de 6,9% en 2019. Selon le président du Niger, Mahamadou Issoufou, le programme 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, a permis de mettre à l'abri de la faim plus de 60% de sa population depuis 2012. Cependant, la faible digitalisation de l'agriculture pourrait expliquer des défis comme les pertes post-récolte de l'ordre de 25 à 35%, la difficile gestion des parasites et des techniques de conservation. Il faudrait par conséquent que le programme de l'AGRA au Niger soit renforcé afin d'y accompagner la révolution verte que nous y menons, l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. L'objectif de cette révolution verte est la faim zéro en 2021 et zéro importation de riz en 2023. En rappel, l'agriculture occupe 75% de la population active et contribue à 30% du PIB de la plupart des pays du continent. Et 70% de cette population possède des téléphones intelligents. En Afrique du Sud, de nouvelles violences xénophobes ont éclaté ce dimanche 8 septembre. Des attaques dirigées contre les étrangers qui ont fait 1 mort et 5 blessés dans le centre-ville de Johannesburg. Ibayako. De nouvelles violences xénophobes ont éclaté en Afrique du Sud ce dimanche 8 septembre. Des attaques dirigées contre les étrangers qui ont fait 1 mort et 5 blessés dans le centre-ville de Johannesburg. L'entrepreneur nigérian Basil Wonubgo est devenu l'une des victimes de ces attaques lorsque son concessionnaire automobile a été incendié. Dimanche, je ne suis pas venu au magasin parce que j'avais très peur. Même mes collègues ne sont jamais venus au magasin. Lundi, nous venons ici, nous voyons que tout est endommagé. Ils ont incendié le magasin dimanche. Vous avez brûlé cet endroit. Cela ne vous suffit pas. Vous y retournez encore pour y allumer un deuxième feu. Des magasins pillés, des pneus brûlés, des routes bloquées à Johannesburg. Cette affaire à échelle humaine était le moyen de Basil Wonubgo de faire vivre sa famille. L'entrepreneur retrouve son entreprise en cendres pour cause des violences xénophobes nourries par le fort taux de chômage qui s'élève à 29% et la pauvreté de la population. Il n'y a pas de fraternité. Nous formons qu'un seul continent africain. Nous sommes tous les mêmes. Nous avons le même sang. Ce n'est pas un blanc qui vous parle, mais un Africain comme vous l'êtes. En début de semaine, l'Afrique du Sud a connu une vague d'émeutes xénophobes qui s'est soldée par la mort d'au moins 10 personnes et plus de 400 arrestations, avec des dégâts matériels considérables selon le dernier bilan des autorités locales. Ce dimanche, une foule de plusieurs centaines de personnes s'est formée et a attaqué des magasins en demandant le départ des étrangers. La police a rapidement dispersé la foule par des tirs de balles en caoutchouc et des grenades paralysantes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.